Bon, eh bien je reste dans l'asiatique en ce début d'année, nouvel an chinois oblige, en vous proposant non pas quelque chose au sujet du serpent alors qu'il faudrait, vu que je n'ai toujours pas flashé sur la moindre adaptation de la légende du serpent blanc à ce jour, mais on va faire un tour au jardin quand même et passer du temps avec la merveilleuse pivoine que nous a sorti Mango TV, les spécialistes pourtant des pires sous-titres jamais commis, et je vais donc consacrer un épisode spécial à la série chinoise Flourished Peony, mon énorme coup de cœur de ce début d'année. Bonjour, bienvenue sur Décalé, Xinian Kuai-le à toutes et à tous. Je ne sais pas si c'est de bon augure pour le reste du programme de 2025 ou si je peux d'entrée de jeu juste plier les gaules après la diffusion de cette série, car peut-être on n'aura pas mieux et il vaut mieux se recoucher, car voilà, comme je le pressentais dans le dernier mois drama et comme je le laisse entendre dès l'intro, cette série me ravit dans tous les sens du terme. C'était plié d'avance entre le cast, mon amour des pivoines et des séries historiques, et donc c'est un 10 sur 10 à une nuance près, mais de taille, c'est que la série est malheureusement incomplète. Et oui, nous voilà coincés pour l'instant avec une partie 1 de 32 épisodes que tu ne vois pas passer, et nous voilà à attendre une partie 2, normalement de 24 épisodes, voire 28 selon certaines sources, mais bon, d'après Dramalist, ce serait 24. Alors après avoir mangé ma race sur la très longue attente de la suite de Lost You Forever, à un an je vous rappelle, comment vais-je survivre à un nouveau délai alors qu'il est actuellement impossible de me sortir le cœur et la tête de l'univers de la série et du destin des personnages qui sont venus se joindre à ma galerie très extensible de bébés d'amour à protéger coûte que coûte. La rumeur court que ce ne serait pas un an, donc presque, on respire, puisque j'ai vu évoquer en ligne la possibilité que la deuxième partie soit diffusée au plus tôt courant avril, plus certainement début été ou pendant l'été. C'est pas ouf, mais c'est vivable. On se rassure déjà à l'idée que contrairement à d'autres séries ou trilogies, Star Wars je pense à toi, ça a déjà été écrit, filmé et mis en boîte, comme on peut s'en douter au vu des scènes encore non diffusées mais présentes dans la bande-annonce, et qu'on n'aura donc aucune réécriture à la con de dernière minute. Je pense que ça a été prévu en bloc mais divisé à cause de la réglementation des 40 épisodes maxi. Alors avant de vous faire le pitch et tout le tout-team, à qui s'adresse cette série? Je vais être direct, aux fans de Jane Austen. Et pourquoi donc? Film période historique en costume donc, portrait d'une société et la place qu'elle laisse aux femmes, c'est-à-dire pas oufissime, avec analyse des conditions socio-économiques, du coup féminisme mais intelligent, parce que tous les hommes n'y sont pas à chier, contrairement aux productions occidentales, vous me voyez venir. Slow burn, ouh là là, ou que slow, mais vraiment slow, mais pourtant quel régal, vous vous doutez que je vais développer cet aspect plus particulièrement. Finesse psychologique, et en visuel ça donne un régal de micro-expression et de porno des yeux, des mains et des mouvements, de manière minimaliste, mais ô combien efficace, comme on peut le voir dans toutes les bonnes adaptations austiniennes ou de romances victoriennes. Et enfin, pour clore les points communs, un savant dosage de situations absolument déchirantes et de moments pleins d'humour et de malice, voire de pure scène de vaudeville dans le cas du drama bien gratiné. Et oui, parce que Jane Austen, c'était la reine de la déconne, je vous jure, donc mêler comédie et tragédie, ça passe. Et du coup, cette production n'a rien à mon goût à envier à ce qui se fait de mieux en matière d'adaptation de la BBC, dans le bon vieux temps où la BBC ne faisait pas dans l'inclusion lourdingue et l'anachronisme qui pique les yeux et les oreilles. Les moyens ont été clairement mis pour rendre ça aussi fidèle à l'époque que possible, et il s'agit, pour l'époque en question, de la glorieuse et culturellement passionnante période Tang, située entre le 7e et le 10e siècle de notre ère, une ambition de réalisme que tu pressens dès le générique réalisé façon peinture, à la manière de Zhou Fang par exemple, même si personnellement je trouve que ça ressemblerait davantage à du Qin Yue ou du Tang Yin, qui sont plutôt période Ming. Du coup, pas de filtre dégueulasse à l'écran, pas de CGI, pas de fleurs en plastique, pas de doublage, ce qui fait bien plaisir, près d'une année de préparation pour réaliser les décors et les costumes, soit 1500 costumes en l'occurrence, designés par la crème de la crème en la matière, puisqu'il s'agit de Chen Tong-sun, qui était déjà derrière les somptueux costumes de Lost You Forever, Sword and the Brocade, The Wolf, The Untamed, Joy of Life ou Shen Li, donc que des choses a priori que j'aime bien. Ce qui fait qu'il a déjà travaillé avec l'actrice principale, Yang Ze, qui est une des chouchoutes de la chaîne, oui
on s'y retrouve. Le réal, lui, est une surprise car il a relativement peu de séries sous le coude et il était plutôt abonné aux séries modernes, dont les excellents quand même et que je recommande, Go Ahead et Meet Yourself, série dans laquelle il avait déjà dirigé Lycienne. Et puis tant qu'on est dans l'équipe de prod, au scénario on retrouve Jang-Yuan Hang qui avait travaillé avec Yang Ze sur Immortal Samsara et Ashes of Love notamment. Même s'il y a eu tout un scandale sur une histoire de copyright au niveau du concept art, il y a vraiment un soin apporté au respect des maquillages, coiffures, bijoux, costumes d'époque et de leur danger comme le teint à la céruse. Et oui, je le dis tout de suite, également rien qu'à les regarder, certaines des coiffures te fichent un sacré mal à la tête et un torticolis. Pauvres femmes de l'époque et pauvres actrices qui ont quand même dû prendre cher sur le tournage. Pour le cast, ça te fait en tout cas un joli réseau de gens qui se connaissent et j'imagine s'apprécient professionnellement au minimum, comme on a pu le voir sur Chun-Li, à commencer par le couple principal, incarné par Yang Ze et Lycienne, dont c'est la 3e collaboration, après l'adorable Go-Go Squid en 2019, un caméo de ces personnages dans DT Apple Dog Time et donc ici dans Flourished Peony, titre en chinois Guose Fang Hua, soit la beauté du pays. Alors sont-ils ou pas en couple dans la vie? On n'en sait rien et ça ne nous regarde pas, mais leur complicité est réjouissante et crève clairement l'écran. Bon, et puis je touche un tout petit mot sur la musique qui est très belle et assez différente. J'ai pas accroché tout de suite, mais les thèmes ont fini par vraiment me toucher et me marquer, en particulier celui qui vient assez tard et le thème du couple, même si j'aime également beaucoup le thème principal sur la notion des fleurs résilientes qui vont tout à fait avec le titre que j'ai donné à cet épisode. J'ajouterais que cette série s'inscrit dans une vogue actuelle de drama historique autour d'un aspect du patrimoine culturel chinois. On a eu droit aux perles dans Story of Pearl Girl, la soie dans Brocade Odyssey. Et je compte sur mes doigts, il nous manque encore le thé, les feux d'artifice et les nouilles et on est bon. Alors oui, avant qu'on me le demande, c'est adapté d'un web novel du même nom par Yi Tian-chong. Oui, ça se trouve en ligne en anglais, mais faut-il le lire, en particulier si vous rongez votre frein en attendant la suite? La réponse est pas vraiment. C'est très librement adapté et je dirais presque tant mieux parce que le scénario original était celui d'une transmigration de filles modernes dans le corps du perso féminin principal et je suis franchement ravie qu'on se soit épargné ce côté magique à la con et qu'on ait un spectacle historique proprement rendu et écrit. Les prémices sinon du bouquin et de la série sont les mêmes avec globalement les mêmes persos et les mêmes noms, mais il y a tout de suite de très gros changements, à commencer par la rencontre des personnages et donc même si parfois ça se recoupe, ça n'est pas du tout fidèle et j'oserais dire que c'est meilleur que le bouquin, même si j'espère que la série nous gardera quand même le happy end du livre et quelques scènes sympathiques entre les deux personnages principaux. Oui, c'est de cul que je parle, j'espère qu'il y en aura. Voilà, cela étant dit, le pitch, ça s'ouvre sur un mariage à la sauvette et à la cloche de bois pour une fille de pharmacien qui épouse dans la ville de Luoyang un fils de notable en exil et souvent à court de thunes. La famille de la fille a besoin d'un remède miracle pour la maman malade et comme la famille de notable a la pilule en question et en a après la dot de la donzelle parce qu'ils ont des problèmes d'argent, Zhu, le mariage est vite ficelé, mais personne n'en veut, à commencer par les mariés. D'une part, l'épousée, He Wei Fang, ou Mudan pour son nom courant, ce qui veut dire pivoine en français, qui s'en balèque du mec et espère qu'il ne la calculera pas, et de l'autre, le marié, Ze Shu, qu'on est obligé de traîner bourré à la noce parce que depuis 3 ans, il se languit d'une princesse qu'il n'a pas eu le droit d'épouser parce que le papa de la fille voyait ça, à juste titre, comme une mésalliance. Et donc la messe est dite et le couple s'ignore superbement, Pivoine le voyant comme un dépressif atrabilaire, un peu couille molle, il faut le dire, ce qu'il est, et lui pensant qu'elle l'a épousé juste pour gravir les échelons sociaux. C'est somme toute assez classique, sauf que l'héroïne a des talents cultivés par sa maman, justement, qui est celui de s'y connaître en horticulture et d'avoir le sens des affaires, et qu'elle va commencer à ruer dans les brancards après bien des vexations de la part de la belle famille qui est une bande de bâtards, en comprenant qu'ils sont en train de siphonner sa dot, mais aussi qu'ils ont arnaqué la famille au moment du contrat de mariage, en ne respectant pas leur part du marché, soit donné la fameuse pilule magique à laquelle ils ont substitué un placebo qui n'a pas réussi à sauver la maman qui est morte entre-temps. Du coup, comme l'héroïne est loin d'être une quiche, et on constate que Yang Ze semble avoir définitivement tourné la page de ce genre de personnage, du moins c'est tout ce qu'on lui souhaite, elle commence à préparer en douce sa sortie du mariage et la récupération de ses biens. Pendant ce temps, a déboulé à Luoyang
Liang, la princesse chérie du mari qui est devenue vin votre temps en la bonne compagnie d'un personnage intrigant et complexe, officiellement émissaire des fleurs et des oiseaux de l'empereur, notable corrompu et âpre au gain, épicurien, mais dont l'héroïne assez rapidement qu'il avance masqué. Et pour cause, les deux se sont rencontrés quelque temps avant dans un temple alors que la fille priait pour que son époux et sa famille aient toutes les emmerdes du monde et que le type caché se fait passer pour un dieu avant qu'elle ne le repère et se frite avec lui sans rien savoir de son identité. Le ton est donné, on est sur un plan amant gentiment querelleur qui se perce tout de suite à jour, deviennent alliés dans de nombreuses circonstances, regardent dans la même direction et s'apprécient tout en se balançant des bonnes piques qui nous font plaisir. Pas un coup de foudre, un vrai de vrai slow burn, et pour cause, je vous le dis tout de go, la partie 1, accrochez-vous, préparez-vous, s'achèvera sans le moindre bisou échangé, fût-ce même par inadvertance à cause d'une glissade dans un couloir ou je ne sais quoi. En tout cas, pas le moindre bisou si on n'est pas, comme moi, de l'école, que parfois certains regards sont plus tendres que des caresses. Bah non, l'histoire mise tout, comme je vous l'ai dit, sur les jeux de regard, les conversations où les mots comme les silences peuvent en dire très long, où on a des jeux de main pas vilains, des acteurs qui nous font ça tellement bien qu'on se sent même pas frustré, même si on a hâte d'en avoir plus. Le chip est à fond les ballons et la série vous prend vraiment le cœur de telle façon que j'ai passé mon temps soit à invectiver l'écran, soit à sourire béatement comme une conne jusqu'aux deux oreilles, comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps sur un drama. Peut-être pas depuis Shenli en fait. Mais en plus, connaissant les prestations des acteurs en matière de scènes de baiser, c'est peu de dire que je fonde de plus grands espoirs que pour Kenny sur Shenli et que la deuxième partie a intérêt à ne pas nous laisser tomber sur les scènes hot. Mais bon, j'ai pris une tangente. Revenons à nos moutons et la ligne directrice de l'histoire. La ligne directrice est placée d'entrée de générique avec l'oiseau en cage qui s'évade de la cage dorée. On est sur un plan développement personnel face aux normes sociétales pour l'héroïne, certes, évidemment, mais aussi dans sa traînée, tout un tas de jeunes femmes différentes qui sont autant de championnes et de martyrs de la cause féminine et de son émancipation. Émancipation face aux parents, beaux-parents, époux, guildes ou patrons, ou modèles de féminité, j'en passe et des meilleurs. Et là où je disais qu'on est des buses en Occident, je profite d'un exemple d'actualité précis et concret. Les 4 mousquetaires modernes en France, une pour une et toute pourrie. Alors je n'ai pas vu le film et le non-voir ne me pose aucun problème éthique, encore que je veux bien changer d'avis si on me certifie que c'est un chef-d'œuvre, j'en doute, mais en vérité, à la manière dont ça nous est vendu, ça pue la honte et ça ne donne pas du tout envie. Alors que dans ma série chinoise, on a 4 mousquetaires qui se font bien plus intelligemment. De la sororité, on en a, et c'est une des principales qualités de l'héroïne, c'est qu'elle est vraiment une bonne copine, prête à faire alliance et donner le bénéfice du doute à la dernière des bitches, victime après tout, comme elle, de contraintes sociétales. Et pour le coup, on a une belle brochette de portraits de femmes dont la vie s'est faite fucker et qui nous offrent différentes attitudes. Résignation, consternation, rébellion, négociation ou collaboration, tout y passe. En tous les cas, la vie d'une femme, comme à l'époque de Jane Austen, tient à la famille où elle a la chance et la malchance de naître, mais aussi au mariage qu'elle va pouvoir faire ou qu'elle sera en droit de faire, avec en plus la valeur ajoutée, n'est-ce pas, que dans la Chine de l'époque, contrairement à l'Angleterre de Jane Austen, mais vous avez l'habitude, il y avait la polygamie. Alors déjà, naître esclave, fille de commerçant ou fille noble, c'est différentes formes de servitude et de limitation de choix. Notre héroïne a le relatif bonheur de naître dans la classe qui laisse aux femmes le plus de liberté, et c'est celle des commerçants, parce qu'il lui permet de vivre mieux que des paysannes, je dirais, et d'acquérir des compétences et de vivre indépendamment d'un père, mari ou patron. Même si une femme reste toujours potentiellement mal vue si elle reste sans époux. Néanmoins, c'est un statut bien préférable à celui des jolies poupées de la haute qu'on marie pour des alliances sans leur demander leur avis, ou bien sûr par rapport aux esclaves qui sont condamnés d'avance. L'héroïne va naviguer entre tous les milieux à un moment ou l'autre de la saison 1 et d'autant plus réaffirmer ses choix et ses ambitions qui sont très claires dès le début de la série. Elle est viscéralement attachée à l'héritage que lui a transmis sa mère, à la fois sous la forme de plants de pivoine et du souvenir d'une cour qu'elle entretenait à la capitale de Chang'an, et sous la forme du savoir qu'elle lui a transmis et qui fait que petite Mudan a la tête pour les affaires, mais surtout les pouces verts. Héroïne travailleuse, résiliente, ayant le sens de la justice et de la rétribution,
rétribution, qui sait manipuler pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort ou à ceux qu'elle aime. Elle est une girl boss à laquelle on peut s'attacher ou rêver de ressembler parce qu'elle n'a pas perdu son cœur, elle, et manifeste des qualités toutes féminines. Elle est nourricière, protectrice, aime rendre les gens et les choses plus beaux autour d'elle, est capable de pardonner et de réparer, mais surtout d'aimer. Une vertu qui trop souvent passe à la trappe dans les séries et films occidentaux contemporains. Je me répète, mais tant que ces couillons-là ne l'auront pas compris, en particulier dans les productions à destination des nanas, eh ben tant pis, hein, je me répéterai, peut-être qu'à un moment ou un autre, ça changera, on peut espérer. Oui, le patriarcat est très vilain, et croyez-moi, ça ressort bien hein, dans l'époque de Mudan, et vous allez hurler plus d'une fois sur les injustices subies par toutes les femmes de la série, mais pour autant, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, et on nous épargne un cliché insupportable de tous les hommes sont des salauds, et toutes les femmes sont des saintes ou des martyrs. Eh ben non, il y a des hommes formidables, et des bitches irrécupérables, des femmes abusées qui ne peuvent pas quitter leur abuseur alors qu'elles en ont la possibilité, et des rancunières qui ne lâchent pas le morceau alors qu'elles pourraient vivre ailleurs et autrement leur best life. Des femmes qui font du mal aux femmes, et des hommes pleins de bonne volonté. Bref, on a des portraits assez crédibles et nuancés. Dans la saison 1, Mudan a la possibilité, grâce à ses intrigues et avec l'aide de l'émissaire, de divorcer de son premier époux qui ne voulait pas d'elle. Mais alors, voyez comme c'est contrariant, hein, les gens sont chiants des fois. À partir du moment où elle formule le souhait de partir, il ne veut plus lâcher l'affaire et tombe amoureux d'elle, et se dessine alors une composition absolument fascinante et magnifique de Miles Way, habitué au gendre idéal ou au boss à lunettes psychorigide et propre sur lui de moult dramas modernes, et que personnellement je plébiscitais depuis longtemps à voir camper un rôle de vilain amoureux parce que je sentais qu'il avait du potentiel. Son perso de The Shoe, un pathétique loser drapé dans un orgueil dont il n'a pas les moyens et qu'on déteste autant qu'on plaint tour à tour, est excellent dans cette série et s'amorce comme un redoutable antagoniste plein de rancœur et de rancune envers l'héroïne qui lui a échappé aux abords de la saison 2 et qu'on espère donc revoir en gros vilainou amoureux et tordu, d'autant qu'il est accoquiné malgré lui à une saloperie de princesse jouée par la par ailleurs délicieuse Jang Yachi, très embottée dans cette série où elle a dû prendre 10 kilos pour ressembler davantage à une beauté de la période Tang, et pour une fois ça fait plaisir de voir une actrice qui n'est pas qu'un sac d'os. Yang Ze pour sa part est sublime aussi par ailleurs, mais pour le coup c'est elle qui semble avoir été mise au régime assez sévèrement, et si les dramas en costume permettent d'étoffer considérablement les acteurs, j'ai peur de ce que ça peut donner pour elle en tenue moderne, tant la pression a toujours été forte sur cette actrice qui se paie depuis des années, jusqu'à cette série d'ailleurs, des rageux assez hargneux qui ne la trouvent pas assez belle. Alors de 1, ils sont cons, et de 2, j'aime tellement cette actrice que je m'en foutrais complètement si elle était amochie, et n'ayons pas peur de le dire, c'est son meilleur rôle jusqu'à présent, et pourtant Dieu sait si elle m'a déjà épaté plus d'une fois. D'ailleurs qu'on ne s'y trompe pas, avec Ashes of Love que vous pouvez retrouver sur mon ancienne chaîne avec Aurélie les Lucasfilles, c'est la 4e fois que je consacre un épisode spécial à un des dramas de Yang Ze, donc c'est qu'elle a vraiment une place à part pour moi quand même. Bon, vous vous en doutez, j'ai des choses à dire sur mon premier rôle masculin également, parce que sinon je ne serais pas là, joué par Lycienne, qui vous fera certainement chavirer le cœur parce qu'il a l'un des regards les plus expressifs de tous les acteurs de drama chinois. Ça pétille d'intelligence et de filouterie, et c'est un roi du less is more dans cette façon de jouer. Enfin, less is more, hein. Depuis Go-Go Switch, je le surnomme le Rocco Siffredi chinois, vu que la série nous laissait entendre qu'il s'y habillait en XXL au niveau du calbut, à moins que ce ne soit la taille chinoise, hein, va savoir, et que ça corresponde à un médium, je ne sais pas. Blague à part, j'adore son perso, et à bonne héroïne, il faut un bon antagoniste, ça j'en ai parlé, et un bon partenaire masculin, et le chéri de Mudan est un perso excellent, à double visage, une espèce de dandy débonnaire et corrompu, qui traîne avec les putes et les types louches, à la Ningyi, hein, et qui a fait le vœu de ne pas se marier, à la Ningyi, encore une fois, mais qui est, je te le donne en mille et mille, un type ultra sensible et assez réservé dans l'intimité de son palais, où il cache une tragique histoire personnelle autour de sa maman, comme par hasard, à la Ningyi, ce qui a fait de lui un féministe convaincu, d'où le souhait de ne pas se marier. Sachant le sort réservé aux femmes qui sont abandonnées par leur époux qui leur jurait pourtant amour et fidélité avant de les larguer plus tard pour des concubines, Pepper préfère ne donner son cœur à personne. Son cul non plus d'ailleurs, en tout cas pour l'instant, on se pose des questions à ce sujet. En fait, au début de la série, il évoque davantage, pour être plus juste, moins un Ningyi, pendant qu'on est dans les comparaisons, que le perso joué par Dang Loon dans Princess Agents,
celui du roi un peu bolos qui en faisait des caisses mais complotait allègrement et était loin d'être un abruti. Un rôle de composition pour tromper son monde, à commencer par ses talents au tir à l'arc ou aux arts martiaux, alors qu'il est vraiment badass. Concernant le titre du mec, l'émissaire des oiseaux et des fleurs, qui consiste en quelque sorte en assistant shopping de l'empereur, chargé de lui dégoter objets précieux, espèces rares et tutti quanti, on imagine également joli pépé, peut-être que ça va jusque là. J'ai adoré le fait qu'on te marque d'entrée de jeu le lien entre les deux personnages. Il est l'émissaire fleurs et oiseaux, elle est la pivoine au piaf. On joue sans arrêt dans la série sur cette imagerie. Il porte un éventail de plumes, elle cultive des fleurs. Par ailleurs, lorsqu'il lui fait des faux papiers parce que c'est une racaille, il la rebaptise avec son nom de famille, une manière de montrer qu'elle fait déjà partie de sa maison et de sa vie, et lui dégote comme prénom Petite Fleur, Sia Roi, ce qui fait qu'elle est, dans les termes, sa petite fleur à lui, puisqu'elle a son nom de famille. Ces deux-là se ressemblent beaucoup dans leur dévotion à un moment, dans leur capacité à jouer la comédie, dans leur intelligence, leur loyauté, leur générosité sans tapage ni attente de retour, alors qu'ils se décrivent pourtant comme aproguins, mais aussi dans leur manière de faire refuge SPA de tous les éclopés de la Terre. C'est le cas de Moudan et de ses très nombreux et nombreuses protégés, mais c'est le cas aussi du mec qui a une bichette de compagnie, un chat de gouttière auquel il laisse la liberté, symbolisme pas subtil sur lequel je reviendrai, et une flopée de bambins orphelins qu'il subventionne dans une maison de campagne où il va jouer les tontons gâteaux. Avec cette propension naturelle au cœur sur la main, forcé que ces deux-là, qui affirment farouchement pourtant leur désir de ne pas se laisser mettre un fil à la patte en tombant amoureux et font le choix de rester célibataires, soient en fait faits l'un pour l'autre. Ce que beaucoup de membres de leur entourage remarquent sans trop de problèmes, les chippant aussi allègrement que nous, ce qui donne de bonnes scènes également. Aparté, mais il le faut bien, j'insisterai sur le symbole de la pivoine, surnommé le roi des fleurs, bah oui, pas la reine, et le nom Moudan est souvent associé à la plus belle des femmes. Les pivoines sont une des fiertés de la période Tang, la fleur éclosant au début du printemps, à la période des pluies, est considérée comme un symbole de richesse, prospérité et fertilité. Une légende voudrait aussi que cette fleur ait résisté à l'impératrice Wu Zetian, un des monarques les plus célèbres de la période Tang, qui aurait voulu que toutes les fleurs fleurissent pour elle au milieu de l'hiver. Seule la pivoine aurait refusé d'éclore, ce qui fait que furieuse, l'impératrice aurait brûlé tous les plants de pivoine qui auraient juste because repoussé le printemps suivant. C'est donc une fleur de la résilience, de la résistance, ce qui est un symbole on ne peut plus approprié pour l'héroïne qui, comme Princesse Sarah, est une fleur qui est forte et qui restera bien levée malgré les épreuves, les ennemis et les coups du sort. D'ailleurs au passage, que de travail et de soins pour ces fleurs dans la série, vu le temps que l'héroïne passe à cultiver ses plants de pivoine, mais passons. Au final, la petite légende de la pivoine et de l'impératrice illustre également la nécessité de respecter l'ordre de l'univers et suivre la voie du Tao, que bonheur et prospérité découlent de ce respect. Ce que la série utilise comme ligne directrice également. Moudan est toujours droite dans sa quête de justice, que ce soit ses droits à son héritage familial, à choisir son époux, à défendre des masses opprimées contre des notables corrompus, etc. etc. D'ailleurs, quand elle a le malheur de prendre des chemins de traverse, comme feindre son identité ou intriguer pour son divorce, le karma la rattrape et il y a un prix à payer. Elle ne traverse pas complètement indemne toutes les situations, même si Dieu merci, elle a réussi à échapper à plusieurs tentatives de viol, de mutilation ou de meurtre. Pour notre couple principal, il y a quelque chose de la chanson des Champs-Élysées de Joe Dassin, ça vous l'avez pas vu venir, dans l'histoire entre ces deux-là, dans le fait qu'ils vont tomber symbiotiquement amoureux sous nos yeux et sans encore oser se le dire, passant des soirées entières à papoter mais ne pensant même pas à s'embrasser. Et puis il y a leur facilité à communiquer et se comprendre, ce qui inclut comprendre les besoins spécifiques de l'autre, à se respecter et à cohabiter de manière complètement naturelle, puisqu'elle va se retrouver à résider dans une cour voisine à sa propriété qui lui appartient et qui était laissée à l'abandon. Là aussi, symbolisme de la chose, car le cœur du mec était également en jachère et elle va lui apporter une touche féminine, un rôle de confidente et de compagne dont il avait besoin. Elle sait de son côté qu'une ombre hante le cœur du garçon et elle lui rend la vie plus douce, plus belle, lui qui s'entoure de ce qu'il y a de plus joli et de plus rare sans y trouver pourtant satisfaction, tandis que lui comprend et respecte ses envies de liberté. Avant de la rencontrer, on comprend qu'il s'ennuyait, ce qui ressort de la manière dont elle rentre dans sa vie. Elle l'intrigue, l'amuse, l'intéresse tout de suite, même si ce n'est pas marqué en mode coup de foudre. On est à des lieux également d'un personnage possessif et dominateur,
dominateur. Quand il lui sauve les miches, il le fait avec élégance, de manière nonchalante, pour lui éviter de se sentir redevable, elle qu'il sait si fière et attachée à rembourser toutes ses dettes. Il a souvent des occasions de la dépatouiller, mais il lui fait souvent assez confiance pour savoir quand son aide est superflue et quand elle se tirera toute seule d'affaire sans son intervention. Il attend plutôt qu'elle vienne à lui. Il ne l'infantilise pas, il est plutôt le dernier recours quand tout autre choix est impossible. Même quand il l'épouse afin de la soustraire à la colère du prince corrompu, qu'ils ont tous deux dans le viseur, il la laisse libre de ses mouvements et alors que ça lui arrache le cœur, très clairement, il a accepté le fait qu'elle puisse déménager et le quitter dès le lendemain de la noce, et alors que leur ennemi lui refile une concubine à la con dans les pattes et que ça lui fout le seum. J'ai particulièrement apprécié le moment où son garde du corps, sympatoche par ailleurs, comme tout bon garde du corps de drama historique, lui suggère d'offrir à Mudan en cadeau de noces la fameuse propriété qu'elle cherche à s'acheter, ce qui pour lui représente très peu de choses sur le plan financier. Et il va refuser de le faire parce qu'il sait qu'elle œuvre depuis son arrivée à la capitale pour se l'offrir elle-même et que ce serait donc une forme d'insulte à tous ses efforts et à son désir de prouver son indépendance et sa capacité. Et ça, c'est beau. De même, alors qu'elle pourrait en effet partir, Mudan semble accepter le statu quo de la comédie du mariage. Elle fait ce choix-là parce que leur relation, bien que pas vraiment définie à ce point précis, a de la valeur pour elle. Elle le voit vraiment comme un compagnon, lui est reconnaissante de son amitié et des égards qu'il a pour elle, à défaut encore d'admettre qu'il puisse être amant ou mari et femme autrement que de papier. Mais on s'en fait pas, on sent qu'on va y venir et qu'on est sur le bon chemin. Déjà, le fait qu'elle éprouve sympathie et admiration pour lui et un certain trouble, mais bon, comment tu pourrais faire autrement face à Lycienne et à ses œillades de velours, ou ses œillades malicieuses d'ailleurs, alors qu'elle n'a que mépris pour l'époux numéro 1. Et puis ça, tu le vois bien dans le fait qu'elle soit capable de repérer entre 1000 Jiang Changyang, oui c'est son nom, je l'ai pas placé, sous un masque, ou sous tous les masques qu'il porte d'ailleurs, littéralement ou de manière figurée, alors qu'elle ne reconnaît pas du tout, lors de la même soirée masquée, l'homme auquel elle a été mariée pourtant pendant plusieurs mois. Incroyablement, bien qu'on ait hâte que ça passe aux aveux et au premier baiser, ce slow burn est un régal dont on ne se lasse pas, et une production qui a été parfaitement calibrée pour cette période de fête en Chine, puisque le dernier épisode nous présente une scène de festivité familiale au Nouvel An, où toute la maisonnée, nouvelle concubine incluse, est en harmonie, avec en épilogue le triomphe de l'héroïne en maîtresse de maison, propriétaire de ce jardin qu'elle a enfin pu s'offrir, et qu'elle transforme en une espèce de bonheur des dames de l'époque Tang, qui fait salon de thé, lieu d'exposition, boutique, atelier déco, tuto maquillage. Elle y est représentée en grande dame, presque l'impératrice de ce petit univers, un gynécée où elle n'a ni maître ni dieu, puisqu'on ne voit même pas sur la toute dernière image le personnage masculin. La page de la première saison se conclut sur une note extrêmement positive. On se doute que les cartes vont donc devoir être sacrément rebattues pour pouvoir faire vivre les 24 épisodes qui restent, même si le développement des sentiments entre nos deux persos, nonobstant toute intrigue de bitch ou de bâtard, a de quoi, à mon avis, nous sustenter largement. Moi, je ne me lasserai pas de voir juste ces deux-là en train de faire leur soirée barbecue. À quoi peut-on s'attendre sur la deuxième partie ? Bon, évidemment, il faudra que le faux mariage en devienne un vrai. Donc on devrait avoir, normalement, un nouveau mariage entre les deux personnages, d'autant que Mudan n'est pour l'instant que concubine et non épouse principale, du fait de son statut d'une part, divorcée, marchande, ancienne esclave, donc paria. Il va falloir sûrement l'intervention de l'empereur et de l'impératrice, mais comme Mudan finit la série en étant potose des deux sans connaître la vraie identité de l'empereur, qui est accessoirement le meilleur copain de Changyang, ça devrait faciliter l'affaire pour une grâce, un pardon, un anoblissement qui va permettre à leur différence de statut de s'abolir, car comme dans Jane Austen, la question des classes sociales est extrêmement importante et un fil rouge dans les différents mariages des protagonistes. Mudan avec Zhe Shu, elle lui est inférieure socialement, Zhe Shu avec la princesse, cette fois c'est lui qui lui est inférieur, ce qui est difficile à vivre pour un mec, et enfin Mudan avec Changyang, où Mudan est encore une fois inférieur. Pour en arriver à là, on se doute qu'il y aura d'infâmes complots de la part du prince Ning, le père de la princesse elle-même qui jalouse Mudan et lui en voudra certainement de l'accident qui l'a rendue stérile alors qu'elle s'est collée elle-même dans cette mouise et que c'est bien fait, connasse. Et puis surtout, je fonde les plus hauts espoirs sur Zhe Shu qui, maintenant qu'il s'est affranchi de ses parents et a été éclopé, soit une bonne castration symbolique par le prince Ning et la princesse, traité comme un mari matrilocal, ce qui est une humiliation insupportable pour un mec de cette époque, et bien évidemment jaloux de voir Mudan
Mudan lui ait échappé pour tomber dans l'escarcelle de Changyang, ça peut nous donner toutes les intrigues qu'on adore de vilainous amoureux. Chantage, menace sur le mec si la nana ne lui cède pas, haine amoureuse revancharde, on se régale d'avance, surtout dans la mesure où c'est joué par un acteur de grand talent qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusque-là dans ce registre et qui nous a donné des aperçus dans cette série assez convaincants de la manière dont son perso a la capacité de partir en vrille et on laisse à la fin The Shu visiblement déterminé à écraser tout son petit monde. On sent que ce sera pas la joie non plus dans son mariage qui lui a été imposé de manière quand même assez répugnante. On ne sait pas encore si la concubine 2 jouera les troubles fêtes ou deviendra une alliée de Mudan qui vient de lui tendre une sacrée branche d'olivier à la fin de la saison 1. Hâte donc de voir tout ça parce que la première partie ne nous a pas épargné quelques moments bien cruels, mais je suis intimement convaincue qu'on part sur du happy end et eu égard à l'infertilité du couple de méchants, je pense qu'on devrait avoir un axe mis sur une grossesse à un moment ou un autre pour le couple principal qui va donc attiser d'autant plus les jalousies de l'autre couple. J'espère qu'on n'aura pas plus de victimes collatérales chez les copines vu que l'héroïne en a quand même enterré 3 et a quand même une propension à s'en faire des nouvelles, dont l'impératrice. Je pense qu'on a des chances d'avoir quelques moments de jalousie très satisfaisants de la part du perso masculin avec l'introduction en fin de série du frère de Shang-Yi qui développe un crush instantané sur l'héroïne et nous a déjà donné un petit moment de friction qui était bien agréable autour du chevet de Mudan. Ça devrait aider le mec dans la phase passons aux aveux. Bon, évidemment, cette chaîne ne serait pas la chaîne décalée si je ne mentionnais pas le fait que j'ai très bon espoir pour du torse-poil de compétition sur la deuxième partie parce que oui, on n'en a pas eu jusqu'à présent malgré un début de striptease lors de la scène de noces. Alors, je pense qu'on peut complètement y croire parce qu'il y a des images où on voit Lysienne avec un torse-poil blessé probablement après une scène de combat. Donc, autant te dire que je le vois arriver mon torse-poil baissé. Apparemment, on partirait plus sur du voyage qui plus est avec le titre de la partie 2 et on aura sûrement, avec ce qui nous est suggéré même sur la conclusion avec la pancarte de conclusion, on aura sûrement plus un esprit voyage et bataille. Il y a même une image de Yang Ze en costume militaire. Il y aurait donc des chances pour que le personnage de Tian Changyang soit envoyé en campagne militaire, un truc du style, et elle le rejoint, je sais pas, mais il va probablement prendre cher et elle sera probablement là pour l'aider. C'est une possibilité. Tant qu'on a une belle scène de torse-poil, Franchement les gars, on compte sur vous. Faites-nous ça bien, parce que vu comment vous nous avez fait battre le cœur avec des moments de trouble entre les deux persos, de beaux regards, des pornos de la main, la première scène de baiser a intérêt à mettre le feu à la caisse de feu d'artifice. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vu le nombre de brochettes que nos persos se sont descendus, parce que ces soirées barbecue et picole tous les jours à la Casa Fleurs et Oiseaux, je mise beaucoup sur un festival de lanternes et brochettes de Tang Roulou. C'est un de mes tropes préférés dans les dramas chinois. Punaise, allez-y à fond. Je me creuse la tête, mais alors franchement, je ne trouve aucune critique à formuler sur ce drama, sinon, l'attente de la suite. C'est une des rares séries dont je n'ai zappé aucune scène et dont la scène de mariage a rejoint instantanément mon top des scènes de mariage de drama costume chinois, qui comptait jusque-là Goodbye My Princess, Oh My Sweet Liar, 10 Miles of Peach Blossoms et Ashes of Love. Mais là, comment vous dire, les yeux de Lysienne m'ont tué. J'espère vous avoir convaincu, merci de me dire en commentaire quelle est votre scène de mariage de drama historique préférée. Si vous n'avez aucune idée, alors lâchez-moi tous les emojis mains et yeux pour rendre hommage à ces séries et à ces films qui savent nous donner ce trope qu'on est beaucoup à aimer quand il est bien fait, ce qui me permet d'avoir une petite pensée émue pour Ben Solo et Ryan Johnson. Merci d'avoir suivi cet épisode, un like, un partage à votre bon cœur, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, tous mes vœux pour le serpent de cette année, en espérant qu'il va nous amener tout un tas de bons dramas bien mordants, et à très bientôt.